Nous sommes le 8 février 1725 en Russie. Le tsar, le souverain de l'immense empire russe, est à l'agonie. Malade et perdant connaissance, il rassemble ses ultimes forces pour rédiger son testament. Mais ces dernières forces l'abandonnent, et sur le document, seule une phrase incomplète demeure. Donnez tout à... Le tsar est mort avant d'avoir dicté son ultime volonté. Le Sénat rassemblé doit décider de la succession. Pour eux, la seule solution est l'inconcevable. Aujourd'hui, je vous emmène en Russie à l'encontre d'une personne au destin inouï. Née dans une misère absolue, elle réussira à devenir l'une des plus puissantes femmes au monde, devenant la première impératrice de Russie. Car si pour la plupart des gens à cette époque, la naissance définissait le reste de leur vie, ce n'est pas le cas de notre héroïne. Alors, ne perdons pas de temps, quelques gouttes de vodka pour se réchauffer et dirigeons-nous en Russie à la rencontre de Catherine Ier de Russie. Notre récit commence en 1684 en Livonie. Et bon, étant né pauvre, les documents officiels ne sont pas très précis concernant la naissance de la petite Catherine. On lui prête des parents livoniens, les Skravonsky, bien un père quartier-maître d'un régiment de l'armée suédoise. Et peu importe la version, le destin ne l'épargne pas, et ses parents moururent d'une épidémie de peste, laissant leur jeune fille seule aux soins d'un pasteur. Ah bah non, en fait, il y a une autre version. Ouais, je sais, encore, ça commence à bien faire, mais promis, c'est la dernière fois. Dans cette version, seul le père de Catherine meurt de la peste, et sa mère, devenue veuve, la confia alors aux soins du pasteur. Ouais, le début de sa vie est un peu pourri, on va pas se le cacher. Peu importe si un ou aucun de ses parents ne survit, dans tous les cas, elle se retrouve seule. Mais cette fois, la vie commença à lui sourire, et Catherine reçut une éducation complète de la part du saint homme, qui lui apprit à lire et à écrire, sans oublier son âme, en lui montrant les voies impénétrables de Dieu. Avouez, vous y avez un petit peu cru. Mais en fait, les choses, elles vont pas s'améliorer. C'est même en fait tout le contraire. En fait, le prêtre ne voit qu'en Catherine qu'une simple domestique. C'est à elle de faire la cuisine, la blanchisserie, le ménage et s'occuper des enfants du pasteur. Bien que difficile, cette enfance permet à la jeune fille d'avoir un toit et à manger. Mais cette situation prit fin lorsqu'elle se retrouva dans le tourbillon des intrigues politiques mondiales. C'est vrai que je n'ai pas précisé le contexte politique de l'époque, or c'est super important pour comprendre la suite. Comme précisé en début de vidéo, Catherine est née en Livonie. Et la Livonie, c'est un pays qui correspond globalement maintenant à l'Estonie, à la Lituanie et à la Lettonie. Et à cette époque, ce pays est un enjeu majeur entre trois grandes puissances. La Pologne, la puissante Suède et évidemment le challenger prêt à en découdre, la Russie. Cette bataille politique déboucha sur le conflit de la Grande Guerre du Nord. Cette guerre qui, en plus de notre belligérance c'était plus tôt, voit s'affronter de nombreux pays, comme l'Empire ottoman, l'Ukraine, le Danemark, le Hanovre, la Prusse et même l'Angleterre. Bref, c'est un joyeux bordel politique tout ça, et Catherine va en faire les frais. À l'âge de 17 ans, devenue une belle jeune femme, Catherine se marie avec un soldat suédois nommé Johan Krust, dont le régiment était en poste dans le secteur de Marienbourg. Ce choix ne fut probablement pas par amour, mais plutôt pour échapper à la prostitution, suite au renvoi de chez le pasteur, la femme de celui-ci n'appréciant sans doute pas la jeunesse de Catherine. Mais le mariage de Catherine ne dura pas longtemps, 8 petits jours, car devant l'avancée d'une armée russe, les troupes suédoises décidèrent de se replier. Le mari de Catherine disparut alors sans laisser de traces, et d'ailleurs, elle n'en vit plus jamais. Catherine dut alors pour survivre devenir prostituée pour les soldats russes qui prennent possession de la ville. Mais cette situation ne durera pas longtemps. Devenant la maîtresse d'un brigadier, elle sera finalement repérée par le gouverneur Cheremetev qui la prendra comme domestique. C'est là-bas que Catherine va croiser une personne qui va devenir son plus fidèle allié et ami, le prince Menchikov. Et Menchikov, ce n'est pas qu'un simple prince, c'est avant tout le meilleur ami du tsar Pierre le Grand. Des sources suggèrent que Menchikov l'aurait acheté et qu'ils auraient été amants, mais aucune preuve n'atteste de leur relation. Ce qui importe le plus, c'est que grâce à cette rencontre, Catherine passe définitivement de la pauvreté aux plus hautes instances de la société. Lors d'une de ses visites régulières à Menchikov à Saint-Pétersbourg, le tsar Pierre le Grand remarqua rapidement Catherine et en fit sa maîtresse. Et je pense qu'il est temps d'ouvrir une brève parenthèse sur Pierre parce qu'il est un peu unique en son genre. C'est un peu le Louis XIV russe. Roi imposant aussi bien en taille qu'en caractère, il était curieux de tout et un grand réformateur. Roi visionnaire, il transforma l'armée, la culture, les arts et les infrastructures de son pays à marche forcée. Extrêmement cultivé, Pierre avait traversé lui-même l'Europe à une époque où les populations russes avaient même peur de sortir du pays. À cette époque, les populations russes avaient peur d'aller directement en enfer s'ils se retrouvaient en contact avec des étrangers. Lorsque Pierre voulut se constituer une ambassade pour explorer l'Europe, on verra de nombreux jeunes hommes littéralement fondre en larmes de peur d'être choisis et de devoir quitter le territoire de la Sainte Russie. De nature expansionniste et guerrier, il passa à la postérité sous le nom de Pierre le Grand,
en faisant entrer à grands coups de canon la Russie sur la scène internationale. Fin de la parenthèse, et je voulais me dire en commentaire si une vidéo dédiée au tsar vous intéresse. Parce que vraiment, il y a plein de choses intéressantes à dire sur lui. Le coup de foudre entre Catherine et Pierre fut instantané. Cela alla tellement rapidement que les contemporains croyaient que Catherine avait ensorcelé Pierre avec une sorte de potion. Catherine n'était ni particulièrement belle ni intelligente. Aux yeux des observateurs extérieurs, elle semblait mal habillée et négligée. Une simple roturière. Mais en réalité, jusqu'à son accession au trône, Catherine resta une femme humble et aimable, loin des conspirations de la politique. L'élévation sociale n'a pas changé le caractère de la paysanne livonienne. Elle restait la même compagne aimante, modeste et sans prétention du tsar, était à ses côtés dans toutes ses campagnes interminables, accouchant même lors des campagnes militaires. Elle était d'ailleurs la seule à pouvoir supporter d'une manière ou d'une autre le caractère très difficile et particulier du souverain, pouvant aller lui parler sur un ton pour lequel beaucoup auraient fini décapités pour moins que ça. Le 19 février 1712 eut lieu le mariage officiel entre Pierre et Catherine. Bah oui, jusqu'à maintenant, Pierre était officiellement célibataire et Catherine n'était qu'une simple maîtresse. Du coup, Pierre et Catherine, pour échapper à ça, en fait ils sont mariés mais en secret. Personne n'était au courant, pas même la famille impériale. Mais comme dit plus tôt, Catherine avait l'habitude d'accompagner le tsar dans toutes ses campagnes. Et au fur et à mesure, les soldats ont fini par apprécier cette femme qui accompagnait leur général, y compris sur le champ de bataille et pas seulement à l'arrière. Catherine était évidemment aux côtés de Pierre lors des réceptions mondaines et des discours officiels. Donc à la longue, tout le monde avait percé leur secret, plus si c'est vrai que ça. Mais ce fut durant l'une des plus dures campagnes militaires de Pierre que Catherine prouva sa fidélité inconditionnelle en sauvant la vie du tsar. Pierre, alors engagé dans la guerre russo-turque de 1710, se retrouvant en difficulté aux abords du Prout. Les Russes étaient affamés et épuisés, nettement inférieurs en nombre, et la situation était critique. Totalement encerclée par l'armée ottomane, ce fut Catherine en personne qui se proposa d'aller négocier avec le sultan. Elle alla jusqu'à donner tous ses bijoux au vizir turc, le persuadant ainsi de signer une trêve. Bien sûr, la paix ne fut pas signée uniquement grâce à cet acte, mais sans Catherine, Pierre aurait pu perdre bien plus, voire même périr sur le champ de bataille. En récompense, en 1713, le tsar, en l'honneur du comportement de son épouse lors de la campagne du Prout, créa l'ordre de Sainte-Catherine, une distinction exclusivement réservée aux femmes ayant rendu service à la Russie. Mais une affaire aurait pu faire basculer tragiquement le couple. Le tsar apprend de ses services secrets que son épouse a un amant, son chambellan William Mons. Officiellement accusé de corruption ou de détournement de fonds au détriment de la tsarine, on ne connaît pas réellement la véritable nature de la liaison entre William et Catherine. Mais dans tous les cas, William Mons est exécuté le 27 novembre 1724. Catherine n'obtiendra pas de clémence pour celui qui était trop proche d'elle. Il se peut également qu'elle n'ait rien tenté pour le sauver, craignant elle-même pour sa vie. En effet, la légende prétend que le tsar força son épouse à regarder le corps supplicié de William, allant même jusqu'à lui présenter la tête du traître dans un bocal de vodka. Je vous avais dit que Pierre avait un caractère difficile ? Le 7 mai 1724, Pierre couronne Catherine impératrice dans la cathédrale de l'Assomption de Moscou. Étant sa femme officielle, rien de plus normal. Mais ça va un peu chambouler l'ordre de succession. Par la loi du 5 février 1722, l'empereur abolit l'ordre de succession au trône par un descendant direct de lignée masculine. Le premier héritier officiel, Alexei Petrovitch, avait été tué. Le second, Piotr Petrovitch, est mort en bas âge. Pour contourner ce problème, Pierre mit en place le système de succession directe par la numération personnelle du souverain. Cette loi était simple. Toute personne qui, de l'avis de l'empereur, était digne de diriger l'État pouvait devenir son successeur, un peu comme faisaient les empereurs romains en leur temps. Mais malheureusement, Pierre mourut au petit matin du 8 février 1725. Sans avoir eu le temps de désigner un successeur. On a alors deux camps qui s'opposent. D'un côté, il y a le grand-duc Pierre Alexovitch, désolé pour la prononciation, petit-fils de Pierre, soutenu par la vieille aristocratie conservatrice. Et de l'autre, il y a Catherine, soutenue par les partisans de Pierre, dont le couronnement avait servi de prétexte à légitimer son accession au trône. Et ce fut finalement au Sénat de trancher. Et histoire de les aider à faire leur choix, des officiers de la garde sont apparus à la réunion du Sénat, déclarant ouvertement qu'ils briseraient la tête des vieux boyards s'ils s'opposaient à leur mère Catherine. Devant cette démonstration, les opposants de Catherine lui donnèrent leur vote, et le Sénat l'éleva à l'unanimité sur le trône. Le peuple fut évidemment très surpris par l'accession d'une femme au trône pour la première fois dans l'histoire de la Russie, mais personne ne viendra réellement contester cette décision. C'est ainsi qu'une simple paysanne livonienne a réussi à devenir la première impératrice de Russie. Pendant les 2 années de règne de Catherine Ier, la Russie n'a pas mené de guerre majeure, se limitant à préserver ce qu'ils avaient déjà acquis. Il n'y a pas eu de réforme ou de transformation importante. Côté politique, le pouvoir réel était concentré par le maréchal Menchikov, ainsi que par le conseil privé suprême. Catherine préférait les cérémonies officielles
et les revenus militaires que les interminables réunions du conseil, laissant cela à ses conseillers. Elle et sa cour vivaient leur vie. Bals, fêtes, promenades nocturnes dans la capitale, célébrations continues, danses et feux d'artifice. Il est clair qu'avec un tel mode de vie, l'impératrice, déjà en mauvaise santé, ne pouvait pas tenir longtemps. Et fatalement, elle mourut de maladie après seulement 2 ans de règne, à l'âge de 43 ans. Si Catherine fut la première tsarine de Russie, elle ouvrit la porte à de nombreuses femmes qui gouverneront avec brio le pays. Notamment Catherine II, qui, éclipsant notre héroïne par son prestige, va réussir à faire rentrer la Russie dans le cercle très fermé des grandes puissances européennes. Merci d'avoir regardé cet épisode, pensez au like, à vous abonner, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire quelle personne pour vous a eu un destin plus incroyable que Catherine, et moi je vous donne rendez-vous pour de prochains épisodes.